Je crois en un amour qui ne serait pas rempli de contraintes, mais plutôt de possibilités, où la communication est au centre de tout. Je crois en un amour libre et aventureux, nous permettant d'explorer tous les recoins de ce monde. Je crois en un amour paisible et intense, où la pluralité de notre être a toute sa place, où le calme et la tempête dansent ensemble. Je crois en un amour qui me laisse la place d'être qui je suis vraiment, sans avoir à me restreindre pour l'autre. Je crois en un amour accueillant qui accueille l'autre dans sa vie tel qu'il est, avec toutes ses spécificités, ses lumières et ses ombres, sans vouloir le façonner. Je crois en un amour élévateur qui, au lieu de nous enchaîner, nous guide ensemble vers un endroit enchanté. Je crois que je peux être moi, que tu peux être toi et que nous pouvons être nous, tout cela en même temps. Je ne crois pas au 1 plus 1 est égal 1, mais au 1 plus 1 est égal 3. Toi, moi et nous. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies? Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. J'ai rencontré Lauriane au cours d'une formation sur le deuil. Elle y venait avec une amie, sa complice Sylvie, avec qui elle œuvre pour l'association Couple et Famille. Ensemble, elles organisent des rencontres entre adultes endeuillés, entre personnes endeuillées, dans la commune de Saint-Denis-les-Bourgs, à côté de Bourg-en-Bresse, dans le département de l'Ain. Elles appellent ces rencontres des cafés deuil. Parler simplement autour d'une boisson chaude, d'un thé ou d'un café, dans la convivialité, la bienveillance, respect et humour. Ces qualités, je les ai immédiatement ressenties chez Lauriane quand je l'ai rencontrée. Mais ce que tu vas découvrir aujourd'hui, c'est surtout une femme entreprenante, déterminée, qui écrit très bien. Tu l'as entendu en introduction. Une femme curieuse et d'une grande liberté. Bonjour Lauriane Rivet. Bonjour Johan. Alors, il y aura une petite surprise à la fin de l'épisode. On en reparlera tout à l'heure. Mais ça, c'est pour toi qui écoutes. Reste bien jusqu'au bout, parce qu'il y a une petite surprise à découvrir. Lauriane, est-ce que tu es d'accord pour qu'on parle, on parle de ce qui t'est arrivé en février 2020? Oui, il n'y a aucun problème, je suis là pour ça. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi en février 2020? Eh bien, en février 2020, j'ai mon papa qui est décédé suite à 4 années de combat contre le cancer. Voilà, donc j'avais 21 ans, presque 22, donc c'était il y a 2 ans. Donc aujourd'hui, j'ai presque 24 ans maintenant. Ok. Voilà. Et co- comment ça t'a impacté? Qu'est-ce que toi, qu'est-ce que t'es devenu en fait? Comment ça t'a touché toi suite à cet événement? D'abord, il faut dire que c'était 4 années vraiment compliquées à vivre parce que le cancer, forcément, c'est une maladie qui fait souffrir donc physiquement, mentalement, psychologiquement la personne qui est touchée, mais aussi du coup les proches, forcément. C'était beaucoup de montagnes russes, d'où le fait que maintenant j'ai beaucoup de mal avec les montagnes russes, que ce soit au niveau des émotions, au niveau de ce qui peut des épreuves de la vie, etc. Et du coup, c'était 4 années où je me suis presque dédiée uniquement à mon père. Je l'ai beaucoup accompagné. Au début de sa maladie, mon papa, il était tout seul. Je suis sa seule fille. Donc, j'étais automatiquement un peu celle qui allait l'épauler tout au long de la maladie. On était très, très fusionnels. Voilà, bon, après, il a trouvé une compagne qui, heureusement, nous a aidés tous les deux à traverser tout ça, puis à aider la famille en général à traverser les épreuves du cancer et aussi, du coup, de la mort. Euh, mais voilà, j'ai fréquenté les hôpitaux. Enfin, j'ai presque l'impression que
les hôpitaux, c'était ma deuxième maison, quoi. Mmh. Donc, c'est un changement de vie qui est quand même compliqué à vivre, qui était compliqué à vivre. Mmh. J'étais jeune, mais j'étais jeune adulte en fait. Donc c'était aussi un moment où j'étais censée construire ma propre vie. Donc ça m'a pas empêché aussi d'avoir ma vie à moi, mais voilà, forcément, mon papa c'était ma priorité. Et donc après, quand il est décédé, bah forcément, alors c'est c'était compliqué à vivre parce que c'était une grande, c'était un paradoxe, un peu une ambivalence parce qu'il y avait et le fait que, enfin, j'étais très très triste, forcément, voilà, je perdais un de mes piliers de ma vie, hein, vraiment, c'était le pilier de ma vie, mon papa. Et en même temps, après 4 ans de souffrance atroce, c'était une libération, hein. Enfin, j'en étais arrivée au dernier jour à dire non mais c'est pas possible là il faut qu'il parte quoi, c'était insupportable, c'était insupportable, on était tous à bout de souffle, lui il souffrait énormément donc voilà, donc il y a d'un côté cette libération qui fait on va pouvoir aller vers du mieux dans nos vies personnelles à tous et à toutes enfin voilà les proches, et en même temps ce grand vide Mmh. qui nous laisse avec voilà une personnalité qui était très présente au sein de la famille. Donc forcément, et après tout ça, il faut réapprendre en fait à vivre et il faut se reconstruire. Et j'aime même dire que j'ai vécu un peu comme une renaissance parce que je pense qu'on est une toute autre personne après des événements pareils. Donc, il a fallu repenser tout mon quotidien parce que du coup, j'avais un quotidien totalement anarchique avec les journées passées à l'hôpital. Donc, il a fallu reconstruire tout ça. Et Mmh. puis, forcément, ça a bouleversé beaucoup de choses dans ma vie. J'ai fait un switch total de vie, en fait. OK, d'accord. Parce que quand ça t'est arrivé, en fait, enfin, quand tu allais le voir à l'hôpital, déjà, en fait, c'était un moment de ta vie où tu passais le bac, non? Où tu as commencé à faire tes études Euh, et tout ça? Alors oui, le tout début, en fait, l'annonce de la maladie, en fait, effectivement, donc première hospitalisation puisqu'il était très souffrant, et c'est là où on a appris déjà que voilà, il y avait un cancer. Effectivement, j'allais à l'hôpital. J'allais à l'hôpital entre deux cours. Voilà, c'était dans la même ville, donc je me débrouillais pour filer sur ma pause déj à l'hôpital parce que pour le coup, j'étais vraiment toute seule, hein. Enfin, j'étais toute seule. Je ne veux pas dire que j'étais toute seule, il y avait ma famille, mais voilà, de proches directs, il n'y avait que moi, hein. Et du coup, oui, c'était une année très compliquée parce qu'en effet, je passais le bac cette même année. Et du coup, il a fallu jongler entre les études et mon papa. Et pareil, après, donc j'ai eu mon bac, hein, et après, je suis partie en école, en BTS et après en diplôme d'État pour devenir travailleur social, CESF. Et là, c'était aussi quelque chose parce que du coup, fallait. Donc là, j'étais plus sur Bourg, j'étais sur Lyon, donc j'étais plus enfin, j'étais pas à proximité de mon papa. Et forcément, quand il avait des hospitalisations parce que du coup son état chutait, c'était très compliqué de devoir suivre et seulement les cours et en même temps bosser pour le diplôme et en même temps être auprès de mon papa. Donc j'avais des profs très compréhensibles et du coup très compréhensifs, et ce qui fait que j'ai manqué beaucoup de cours et ça n'a pas impacté forcément mes notes ou quoi, mais c'était compliqué à ce niveau-là. Mmh. Et après, quand j'ai commencé le travail aussi, c'était aussi compliqué au niveau professionnel. OK. Et du coup, quand tu parles de tes proches et de ta famille, donc j'imagine que ton père et ta mère, ils étaient séparés, Ouais, c'est c'est ça. ça? Oui, depuis que j'étais toute jeune, mais par contre, j'ai une immense chance et j'en suis très fière que en fait, j'ai une famille très très unie et que les divorces au sein de ma famille, ça fait pas ça a pas fait division entre les deux côtés de ma famille.
Et au contraire, en fait, mon père et ma mère sont restés très proches. Alors après, ça dépend des moments de vie, mais on va dire que voilà, et j'ai toujours eu mes deux parents pour tous mes anniversaires, j'ai toujours eu mes deux parents pour Noël, etc. En fait. Donc j'estime avoir eu une grande chance là-dessus. Ok. Est-ce qu'il y a t'as un souvenir heureux qui te revient, là, je sais pas, de manière un peu instinctive, euh, avec ton père? Un souvenir en particulier? Alors, j'ai deux types de souvenirs. J'ai les souvenirs où j'aime évidemment me remémorer ça, euh, particulièrement où en fait la maladie n'était pas là forcément. Mm. Donc tous les souvenirs, je me souviens en fait, c'était un grand bavard. Je pense que je tiens ça de lui. Et en même temps très introverti aussi. Donc, mais voilà, tous ces repas passés ensemble où en fait on pouvait passer 3 heures autour de la table à philosopher sur le sens de la vie, sur voilà, nos projets, et ça sans même qu'il y ait la maladie qui vienne pointer le bout de son nez en se disant oh là, la vie c'est important de la vivre, il faut penser à être heureux, etc. Donc même déjà avant ça, on avait déjà des discussions très profondes. Et ça, c'est vrai que ça me manque à l'heure actuelle, de passer 3 heures autour d'une table à refaire le monde ensemble. Voilà. Ok. Donc ça, c'est un souvenir heureux que je garde de mon père, enfin, de nos moments passés hors maladie. Après, pendant la maladie, c'était quelqu'un qui restait quand même très joyeux malgré tout, très fort. Donc, il y en a eu. Après, il y a mon dernier souvenir de mon père, on va dire à peu près lucide, que j'ai et qui me fait autant plaisir que autant il me dévaste. C'est la dernière fois vraiment que j'ai pu lui parler. À la fin, il était dans un semi-coma, on va dire. Et le dernier moment un peu de lucidité, il s'est réveillé. Et en fait, on s'y attendait pas. On pensait vraiment qu'on n'allait plus jamais pouvoir lui parler un peu avec lui. Et en fait, il s'est réveillé. C'est un peu ce qu'on appelle le dernier souffle de vie. Je sais pas si tu connais enfin voilà, quand il y a des grosses maladies, mais et là où les personnes, c'est extraordinaire parce qu'en fait, tu as l'impression qu'elles reviennent à la vie, puis qu'en fait, demain, elles vont retourner à la maison et tout va bien se passer. Et donc voilà, il se met debout enfin il se met assis sur le lit alors qu'il n'avait pas pu se relever depuis 2 semaines et il demande un jus d'ananas. Il me dit Lauriane, va trouver un jus d'ananas. Je lui dis mais papa, enfin on est à l'hôpital, tu veux que je fasse comment? Et il voulait son jus d'ananas. Je pense qu'il était un peu dans un certain délire, enfin avec tous les médicaments qu'il lui donne, mais c'était. Et puis alors j'ai retourné à l'hôpital, j'ai dit non mais vous me trouvez un jus d'ananas en fait. Il y a pas à chercher et ils ont trouvé un jus d'ananas, mais c'était inouï quoi. Et en même temps c'était. Enfin, et après ce moment-là, j'ai vu il réalisait vraiment ce qui se passait et la peur dans ses yeux, là, c'était très traumatisant pour le coup. Mais voilà, c'est un peu toute cette ambivalence et ces paradoxes qui ont mouvementé, enfin, qui ont vraiment traversé ma vie dans ces moments-là, en fait. Ouais. Comment il s'appelait ton père? Jean-François. Ok. Donc c'est ce trait de caractère que tu retiens de ton père et que tu gardes en toi, ce côté philosophe. Oui, voilà, c'est ça, et en même temps un philosophe, mais très simple, en fait, dans une simplicité inouïe, en fait, ouais, c'était ça. Et si t'avais la Lauriane, tu m'as dit, t'avais 21 ans quand il est mort? Ouais, presque 22. Ouais. Si t'avais la Lauriane de 21 ans devant toi qui vient de perdre son père, et aujourd'hui, qu'est-ce que t'aurais envie de lui dire? Euh, J'aurais envie de lui dire que ça sera pas facile, parce que c'est pas facile, mais que il y a enfin que ça change une vie, mais pas que négativement en fait. Qu'il y a des choses, et ça je me le suis toujours dit en fait. Je pense que déjà j'étais dans cette conscience-là, dans cette préparation mentale à ce que j'allais vivre, mais de dire que de toute façon en fait c'était presque mon destin.
et que ça pouvait pas être autrement, que je devais vivre ça pour ensuite me relever encore plus forte et puis pouvoir vivre en fait une vie épanouie. Parce que maintenant, je pense que depuis cet événement, depuis tout ça, je peux plus concevoir de faire des choses ou d'être dans une vie même à 50% satisfaisante, c'est pas possible. Non, il faut que je sois vraiment alignée avec tout ce que je fais, avec tout ce que j'entreprends, parce que sinon je me dis non, c'est pas ce qui, enfin, on n'a qu'une vie, et je crois que c'est aussi ça, c'est la renaissance. Enfin, j'insiste là-dessus, mais c'est vraiment enfin, c'est la chenille qui devient papillon, parce que on prend conscience de tellement de choses. C'est tellement dur. Franchement, je compte plus le nombre de fois où je me suis effondrée et où je m'effondre encore. Mais en même temps, je suis la première à dire que la vie, elle est magnifique, en fait. Et je pense même que la mort peut l'embellir. C'est dur et en même temps, ça fait partie de la vie. Et sans ça, je pense qu'on n'aurait pas la même saveur à la vie. Ok. Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a aidé à devenir qui tu es aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des... Peut-être tu peux penser à des personnes, à des guides ou des mentors ou je sais pas, des films, des livres qui t'ont touché ou qui t'ont guidé? Bah, je pense déjà que mon père, il en est pour, il a vraiment sa part là-dedans parce que je pense que si on n'aurait pas pu préparer ce décès-là ensemble, si on n'aurait pas pu parler de tout ça librement, c'était quelqu'un qui avait pas de tabou. Il a préparé sa mort, hein, il a vraiment tout préparé. J'avais pas vraiment de décision à prendre ou quoi que ce soit en amont ou après sa mort. Et on a pu vraiment parler de tout sans tabou, vraiment. Et ça, je pense que ça aide beaucoup et c'est ce que j'essaye aussi de véhiculer maintenant bah, avec tout ce que j'entreprends, avec les cafés deuil et puis même dans ma vie au quotidien, c'est de dire mais il faut en parler en fait, il faut parler de la mort, il faut parler des décès. Euh, et parce qu'en fait, sinon, effectivement, on est dans une incompréhension, on est dans un désarroi total. Et donc déjà, ça m'a aidé, ça a fait, je dirais 80% du boulot, quoi. Et puis après, quand il était à l'hôpital, moi, c'est là que j'ai vraiment commencé à m'intéresser un peu à tout ce qui était développement personnel. J'avais déjà un peu un pied dedans, mais c'est là vraiment où je me suis dit, il me faut une bouée de sauvetage autre que mon père, parce qu'à un moment, il sera plus là. Donc, il faut que je me raccroche à quelque chose. Donc, je me raccrochais à ma famille, évidemment, qui a toujours été soutenante. Mais il me fallait quelque chose d'extérieur qui soit solide, en fait, quelque chose qui s'effondrait pas. Et donc, tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est spiritualité, je me suis vraiment créé mon environnement avec tout ça. Et je sais que je lisais beaucoup quand j'étais à l'hôpital parce que forcément, il n'y a pas Ouais. grand chose à faire à part les moments où on pouvait encore parler et philosopher ensemble. Mais bah, je l'ai pris pas loin de moi, tu vois. Je lisais le livre des 5 regrets des personnes en fin de vie. Je sais pas si tu connais. C'est un livre de Bronnie Ware, je Ouais, sais pas ouais, trop comment Bronnie ça se Ware, ouais, je Bronnie connais. Ware, ouais, qui était infirmière en soins palliatifs. Et bon, je l'ai annoté de partout ce livre, mais donc je le lisais à l'hôpital. Je pense que vraiment, les infirmières, quand elles passaient et qu'elles voyaient les bouquins que je lisais, devaient se dire, bon, ok, elle s'y prépare et elle fait pas les choses à moitié, quoi. Mais pour moi, c'était hyper important de savoir un peu, de me préparer et puis en même temps, ça me rassurait beaucoup parce que dans ce livre, il y a beaucoup de témoignages de fin de vie et en fait, c'est beau, c'est des belles fins de vie et j'avais envie de me dire que ça serait une belle fin de vie, en fait. J'avais besoin de me raccrocher au beau. Et voilà, et ce livre, il nous a ouvert, enfin voilà, après il y avait ma belle-mère, donc la compagne de mon père, mais c'est là où on a pu comprendre plein de choses, on a pu comprendre qu'on n'était pas obligé de rester H24 dans la chambre si jamais il allait mourir, non, que justement en connaissant mon père, il fallait le laisser seul, enfin voilà, c'était plein de clés en fait qui m'apaisaient et qui faisait que j'avais un peu le contrôle un petit peu aussi sur la situation parce que j'étais, parce que je ne suis plus vraiment, mais une personne qui
qui avait besoin d'avoir quand même la main sur beaucoup de choses. Donc, c'était un peu ma bouée de sauvetage pour, enfin voilà, tout ça. C'est comme si c'est comme si tu étais, en même temps en train de vivre la situation et en même temps tu étais en train d'apprendre. Comme si, avec C'est ce ça. livre ouais, Ouais, c'était comme si en fait j'étais dedans, mais en même temps j'étais à l'extérieur et j'analysais ce qui se passait. J'étais en même temps moi et j'étais en même temps une autre personne, une autre qui regardait la situation et qui était, ouais, qui juste voyait les choses et analysait pour mieux comprendre. J'avais besoin de cette compréhension et j'avais besoin en fait de remettre un ordre dans tout ça. Parce que c'est vrai qu'on se pose beaucoup la question de pourquoi ça nous arrive à nous, surtout que mon père, ça a toujours été un exemple pour beaucoup de personnes. Donc on se dit, mais c'est toujours été quelqu'un de très généreux, de très dévoué. Donc tu te dis forcément, mais pourquoi lui? Enfin, je veux dire, il y a tellement plein de... Enfin, je le souhaite à personne, mais bon, forcément, on se pose la question de pourquoi nous et pourquoi si jeune et pourquoi voilà. Et donc forcément, en fait, il faut se raccrocher à des choses à se dire qu'on n'est pas tout seul, se dire aussi peut-être que bah, c'est la vie, enfin voilà, à certaines croyances qui font que ça remet un peu d'ordre dans tout ce chaos en fait. OK. Et aujourd'hui, t'en es où vis-à-vis du deuil de ton père? Alors c'est très particulier parce que je pense qu'on a beau s'y préparer, on ne sait jamais vraiment comment ça va se passer et c'est pas vraiment à quoi on s'attendait. Voilà, il y a toutes les étapes du deuil, bah, notamment qu'on a pu voir ensemble en formation d'accompagnement du deuil, mais malgré ça, qui sont très justes, mais et comme ça nous a été expliqué aussi, c'est un petit peu tout désordonné également en fait. C'est-à-dire que moi, je m'attendais quand même à ce qu'au bout d'un an, ça aille mieux. Il y a toujours cette pression un peu de se dire, ouais, bon, ok, on va passer le premier anniversaire, puis après, ça ira mieux. Et en fait, moi, je crois que, bon, après, c'est propre à moi-même. Peut-être que je suis un petit peu hors norme, entre guillemets, mais je sais pas. Ça serait intéressant d'avoir aussi le témoignage d'autres personnes, peut-être dans ma situation, mais au bout d'un an, ça allait pas mieux. Mais en même temps, j'ai jamais été dans une détresse folle parce que mon deuil, je l'avais commencé bien avant la mort de mon père, en fait. C'était déjà un deuil, le fait le deuil de la personne en santé, le deuil. Ben voilà, on s'y préparait. Et du coup, ça fait que ça n'a pas été un choc, même s'il faut apprendre à vivre sans. Mais en fait, je pense que mon cerveau, malgré toute cette préparation, il s'était mis un peu comme dans un déni de dire ouais, ok, mais bon, peut-être qu'il est parti faire le tour du monde, tu vois, ça prend du Ouais. temps de faire le tour du monde. Voilà, et puis moi, quand j'étais enfant, mon papa, il partait, il était chauffeur routier, donc en fait, il partait pendant toute la semaine, voire des fois plus quand il y avait les moissons ou quoi, pendant un mois, des fois, je le voyais quasiment pas. Donc en fait, je pense que j'étais habituée aussi au fait de ne pas voir mon père un certain temps. Voilà, et donc je pense que mon cerveau il se protégeait aussi là-dessus. Mais plus le temps passait, plus moins il pouvait se dire qu'il allait revenir. Donc forcément, encore maintenant, encore au bout de 2 ans, je crois que c'est moins vif, mais le manque il est quand même là. Mais Ouais. c'est pas quelque chose qui va m'empêcher d'avancer. Je vais pleurer un bon coup, je vais être effondrée un moment et après mais forcément, ça revient encore. Il y a plein Mmh. de souvenirs qui reviennent. Il y a les rêves, il y a les films que tu regardes et où ça te replonge dans une situation. Il y a des témoignages, enfin forcément. Donc c'est toujours là. Mais je crois faut se faire à l'idée que ça sera toujours là. Et Ouais. en même temps, j'avais peur d'oublier. Et là, je me rends compte que je pourrais jamais oublier. Ouais. Ce qui est incroyable dans dans ton parcours et dans ce que tu racontes, c'est vraiment que tu t'es préparé à ça et quelque part, ça t'a donné déjà, une certaine forme de résilience, heu Mm. et que ça t'a aidé en fait à avancer, quand, bah, parfois il y a d'autres personnes qui restent vraiment bloquées dans leur situation, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis je pense que
Je me dis toujours que mon père, il aurait pas voulu enfin, il aurait voulu justement que je rebondisse, que je fasse tout ça. Donc, il y a plein de choses que je fais aussi pour mon père, quoi. Et je pense qu'il m'a transmis cette force-là et que aussi, je me dois d'être forte pour ma grand-mère, sa maman, qui pour le coup, elle, plus de 80 ans et à la limite, c'est elle qui doit s'effondrer, c'est pas moi, quoi. Parce qu'en plus de ça, il y a aussi mon oncle, donc son frère à mon papa qui est décédé il y a pas longtemps, que j'ai aussi accompagné dans sa fin de vie. Pour moi, c'est très important d'accompagner les personnes dans leur fin de vie. Donc, ma grand-mère qui a vu ses deux fils mourir avant elle, voilà. Donc, en fait, il y a tout. Enfin, je relativise beaucoup sur tout ça et je me dis que ouais, c'était dur, mais il y a toujours pire et il y a des personnes qui ont plus le droit de souffrir que moi. Et en même temps, je me dis, bon, j'ai quand même ma peine, et je peux la vivre aussi, Ouais, ma peine, quoi. ouais. Euh, Ton rapport avec le mot orpheline, est-ce que c'est un mot qui parle pour toi ou est-ce que tu te sens pas orpheline? Alors déjà, c'est récent hein, que j'ai vraiment su que déjà, quand on perdait un seul parent, on était déjà orphelin. Je crois, enfin, je pense que c'était au moment de la formation, tu vois, peut-être qu'on en avait parlé. Et du coup, c'est là où je me suis dit, ah bon? Enfin, mais sinon, avant ça, non, je me disais pas du tout, enfin, ça me serait même pas passé enfin, à l'esprit de me dire que j'étais orpheline. Après, maintenant, je trouve que ça me fait toujours quelque chose de dire ça, de me dire ça. Et en même temps, il y a aussi dans la définition précise de orphelin, c'est quand même quand on a perdu ses parents tôt. Donc moi, je crois que je suis à la limite. Mais de toute manière, je pense que peu importe l'âge, il y a toujours quelque chose qui se joue, des choses différentes, bien sûr. Mais mon rapport avec le mot, je pense que j'apprends à l'accepter et puis je me dis que voilà, c'est qu'un mot. Mais forcément, je me dis que c'est quand même pas rien quoi de perdre un de ses parents parce que c'est quand même un repère et ça a un impact sur tellement de choses en fait dans la vie. Ouais. C'est un mot en fait qui est très connoté misérabilisme et c'est un mot aussi, enfin, dans l'imaginaire collectif et dans la culture, dans les livres, c'est un mot aussi qui parfois soit on l'associe au fait qu'on a perdu les deux parents. Donc Mm. quand on a perdu un seul parent, parfois les gens se retrouvent pas dans ce mot-là. Ou soit comme tu dis, euh, bah toi c'était à 21 ans et tu te dis bon je suis peut-être un peu plus vieille et parce que je suis plus vieille c'est pas pareil que si je l'avais perdu quand j'étais enfant. Ouais. Mm. En tout cas j'aime bien poser cette question parce que c'est pas c'est c'est pas très clair. Je pense qu'il y a euh, on sait pas forcément comment se situer par rapport à ce mot. Ça dépend vraiment des gens. Ouais, et puis c'est vrai qu'il y a vraiment pas beaucoup de personnes qui pensent que orphelin, c'est déjà quand on a perdu un des deux parents, hein. Donc c'est bien, je trouve, de le mettre en évidence, de le poser là, de dire que c'est déjà quand même quelque chose de perdre un de ses parents et que ça fait déjà partie d'une partie de la définition du terme orphelin, ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui est devenu ton rapport à la mort? Il est, c'est quoi ton rapport à la mort aujourd'hui? Euh, j'ai jamais eu du coup j'ai jamais eu un rapport compliqué avec la mort. Je me suis toujours sentie à l'aise avec ce terme et avec l'idée qu'on allait tous mourir un jour. Et ça, je le tiens encore une fois de mon papa, parce que pour les autres membres de ma famille, c'est beaucoup moins évident de parler de la mort. Euh, mais bon, ça a changé beaucoup de choses, hein, le fait qu'effectivement, il décède. Maintenant, voilà, comme je disais, j'ai vraiment envie qu'on puisse briser ce tabou-là et de dire que voilà, de toute façon, on passera tous par là. Et je trouve ça bête qu'on taise ça, sachant qu'en fait, c'est une peur chez beaucoup de personnes, quoi. Enfin,
il y a énormément de personnes, ça les terrorise et ils veulent pas en parler. Et ce truc de dire, bah, si on en parle, ça va nous porter malheur, je suis pas sûre. Hein. Honnêtement, je pense pas. Je pense que c'est important quand même de s'y préparer et d'être apaisé avec ça parce que je pense que ça change beaucoup de choses dans notre rapport à la vie, du coup. Parce que moi, je vois pas la vie sans la mort et je vois pas la mort sans la vie. Je pense que c'est étroitement lié, en fait. Et j'ai jamais ressenti la vie autant que je l'ai ressenti au moment de la mort de mon père. Quand j'ai vu toutes ces personnes, quand on s'est réunis, quand on se réunit encore, quand on continue de faire un peu des rituels en famille, ou voilà, ou quand on était là, toutes les femmes proches de lui, ma mère, moi, ma belle-mère, ma grand-mère, ma tante, autour de lui, quelques heures avant sa mort, à être à son chevet, à le veiller presque, mais de son vivant, à le soutenir. C'était merveilleux, en fait, c'était tellement beau. Et je crois que voilà, c'est la vie, elle est là, quoi. Elle est là même dans la mort, en fait. Ouais, Donc, pour moi, la mort, il y a pas à la cacher, à quoi que ce soit. Et les gens sont tellement, dès que tu commences ils te posent une question et qui est sur ton père et que toi tu leur réponds qu'il est mort, mais tu vois là le désarroi dans leurs yeux et tu te dis, mais mince, j'ai envie juste de creuser un trou sous terre et de m'y mettre alors que moi je continue je parle de lui en fait, comme s'il était encore là en fait, parce qu'il a fait partie de ma vie. on va faire un petit saut dans le présent et dans tes projets. Mais avant de parler de tes projets, est-ce que tu t'es OK aussi pour parler un peu de ton couple, Ouais, pas de souci, avec de, plaisir. de comment ton deuil impacte ou pas ton couple et c'est quoi Mm. ton rapport dans le couple? Alors déjà, ça a été, j'ai réfléchi un peu à ça. Et alors récemment, je me suis dit, c'est quand même fou comment la mort de mon père, ça a impacté ma vision de l'amour et du couple. Parce que, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand mon père donc était en fin de vie, à ce moment-là, j'avais personne à lui présenter. J'étais pas forcément en couple stable, donc j'avais pas. Ça faisait un moment que je n'avais pas présenté quelqu'un et je me disais mince. Et puis des fois, il me le disait, bah Lauriane. Je savais qu'il voulait me sentir accompagnée et pas me laisser seule. Et du coup, euh, j'ai rencontré un homme et tout de suite, ça s'est fait très vite parce qu'en fait, il fallait que mon père me sente, j'avais besoin que mon père me sente soutenu et en sécurité et accompagné, que quelqu'un prenne un peu son relais, quoi. Donc, j'ai eu une relation pansement, on va dire, pour moi, mais aussi pour mon père, où tout de suite, je lui ai présenté très vite parce qu'il y a un peu cette urgence qui plane, enfin la mort qui plane au-dessus. Et en même temps, je pense que ça devait être terriblement compliqué pour mon conjoint de l'époque de vivre une situation pareille parce que pour le coup, il n'avait jamais été confronté vraiment à la mort. Et là, en fait, il se la prenait aussi en pleine face hein, parce que être en couple avec une nana qui passe ses journées à l'hôpital et qui va voir son père mourir et puis lui-même m'accompagner. En fait, il a rencontré ma famille pour la première fois, c'était au funérailles. Hein, donc, c'était très, très Ouais. compliqué. C'était une relation très spéciale. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, il y a un moment après où on renaît. Et donc après, une fois que mon père est décédé, et en fait, j'ai totalement mué, quoi. Et du coup, j'ai vraiment tout envoyé chier. C'est le cas, enfin vraiment, je le dis comme ça parce que c'est vrai, hein, j'ai tout envoyé chier dans ma vie. J'ai fait un switch total, donc bien sûr, le copain de l'époque, il y est passé. Hein. Voilà, je suis Désolé désolée pour pour lui lui, ici. mais ouais, c'est ça, je suis vraiment désolée pour lui, mais il le sait. Hein, voilà. Mais bon, je me suis aperçue qu'en fait, c'était pas forcément quelqu'un qui me correspondrait en tout cas. Enfin, il avait fait son, enfin, j'étais très bien avec lui à ce moment-là. J'avais eu besoin de lui. Voilà, notre relation fonctionnait bien à ce moment-là. Mais une fois que je m'étais transformée entre guillemets, forcément, ça pouvait plus coller.
Et je me souviens, après être allée chez ma psy, c'était une psy dans les soins palliatifs aussi, donc elle s'y connaissait très bien en deuil, tout ça. Et en fait, j'avais eu besoin de son accord pour. Enfin, j'étais terrorisée parce que j'avais envie de rencontrer d'autres personnes. Ouais. Et donc, je suis allée lui demander et est-ce que je pourrais, selon vous, ça serait sain si je rencontrais d'autres hommes, là, un autre homme et tout ça, parce que je sens quand même que j'ai besoin, tout ça. Et j'avais besoin de son accord parce que je lui disais, mais j'ai l'impression que enfin, si tu lis dans les livres enfin, si tu t'analyses un peu trop, souvent on dit ouais, mais tu vas chercher un homme qui ressemble à ton père pour le remplacer, tu vas vouloir, Mm. voilà. Et du coup, j'avais besoin qu'elle me cadre, de me dire ah non, là, faut pas, là, oui. Et en fait, Ouais. elle m'a dit non, mais c'est totalement normal. En fait, après la pulsion de mort, il y a la pulsion de vie, il y a la renaissance. Et donc, c'était presque obligé que ça se passe comme ça, quoi. Enfin, pour moi, avec Ouais. ma personnalité. Donc, ça y est, j'avais son accord. Donc voilà, après, pendant au moins 6 mois, j'ai rencontré des hommes, tout ça. J'avais vécu, enfin, après la mort de mon père, j'ai vécu vraiment, bon, 2, 3 mois où c'était très compliqué. Et puis après, par contre, c'était la fête, quoi. J'avais besoin de vivre. Ouais. J'avais vraiment besoin de vivre et d'aller me Ouais. confronter un peu à tous mes limites, à dépasser Ouais. mes blocages, tout ça. Donc, j'ai profité de la vie. Ouais. Et puis après, bah, j'ai rencontré mon chéri actuel euh, au moment où j'avais besoin de construire quelque chose de stable, en fait. Et ça a collé, ça a matché. Et là, je suis vraiment dans une démarche et je crois que ça a aussi un rapport avec la mort de mon père, mais de construire quelque chose de stable et être dans un amour simple et pur et en même temps de me retrouver moi-même, en fait, Mm. dans ce couple. Voilà, et après, forcément que le deuil a un impact. Il y a forcément des moments où je vais pas être bien et qu'il va pas forcément comprendre. Mm. Et c'est très dur pour moi de parler de mon deuil en couple, enfin Ouais. avec mon chéri. C'est Ouais. compliqué. Je pense que je peux en parler à beaucoup de personnes. Par contre, dans la sphère conjugale, pour moi, ça reste. Je sais pas Ouais. pourquoi. Euh, j'ai presque l'impression des fois que j'ai peur de choquer l'autre parce que il y a des personnes où on sent qu'ils ont une certaine réticence à la mort. Moi, je sais que Mm. mon chéri, il a jamais vécu la mort autour de lui. Il a vraiment tout le monde dans sa famille est là encore. Et en fait, il connaît pas tout ça et il trouve presque ça glauque. La première fois qu'il est allé dans un cimetière, c'était avec moi, quoi. Mm. Donc, donc voilà, j'ai presque peur que si en fait je lui en dis trop sur ce qui s'est passé, sur ce que je ressens, en fait ça le brise. Enfin, je sais Ouais. pas, c'est vraiment très. Enfin, Bah, son innocence, j'ai pas envie de toucher à son innocence. C'est comme un truc ok. un peu de cet ordre-là. Et pourtant, des fois, j'aimerais, mais si on me pose pas des questions, je vais pas en parler de moi-même, quoi, Oui. en fait. Est-ce que tu en as aussi forcément besoin? Ça dépend des gens aussi. Je pense qu'à un moment, j'en avais besoin et je pense que maintenant, comme j'arrive à en parler autrement, à m'exprimer bah, avec les cafés deuil, et là, tu vois, par exemple, avec toi, enfin, voilà, avec d'autres personnes dans d'autres cadres, j'ai plus trop ce besoin. Mm. Et parfois, je vais lâcher et je vais lui dire que là, ça va pas parce que mon père me manque, quoi, mais Mm. ça va jamais aller bien plus loin, quoi. Ou alors, je vais écrire et je vais lui faire lire ce que j'écris. Ok. Ça va plus passer par l'écrit, alors. Ouais. Peut-être, peut-être parce que c'est difficile. Enfin, c'est pas évident de parler sentiments et émotions avec un homme, dans le sens. Enfin, Ouais, ouais. ouais, 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 c'est ça parce que, enfin, oui, puis c'est personnel, quoi. Et c'est compliqué d'en parler avec une personne qui n'était pas là quand ça s'est passé, en fait. Et qui, forcément, n'a pas connu, ne sait pas ce que c'est que perdre quelqu'un aussi. On peut s'imaginer, mais on peut pas vraiment comprendre. On va passer sur tes projets, parce que dans ce que
que j'entends, dans ce que j'ai lu aussi sur ton compte Instagram. Oui, donc tu as fait de cette souffrance une source d'innovation et de création. Et tu, tu m'expliquais d'ailleurs pour le texte que, avant qu'on enregistre le texte que tu as lu au début de l'épisode, que c'était quelque chose qui t'était venu d'une traite, comme ça. Oui, bah en fait, je suis très spontanée dans tout ce que je fais. J'ai une tendance à réfléchir beaucoup, mais justement, j'essaye de faire en sorte que ça soit pas le principal dans ma vie. Que voilà, je suis très attachée maintenant à la spontanéité et au fait de suivre mes envies et mes intuitions parce que je pense que c'est un peu le premier jet qui est le bon. Donc, c'est pour ça que j'ai énormément de projets, que des fois je m'y perds un peu au milieu de tout ça que voilà, moi, mes amis te diront et vous diront que j'ai un projet qui fleurit à la minute, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et, et en fait, ouais, j'aurais pas assez. C'est comme si j'avais pas assez d'une vie pour faire tout ce que je voudrais faire et que je veux tellement en profiter à fond et que je veux tout explorer qu'il n'y a pas le temps là. Il faut y aller. Ouais. D'ailleurs, sur ton compte Instagram, il y a marqué conseillère conjugale et familiale en devenir, ambassadrice Love Boutique, accompagnement du deuil. Euh, on, on peut commencer par les cafés deuil que tu fais avec Ouais, l'association c'est parents et famille, couple et famille. couple et famille. Euh, Oui, bah alors les cafés deuil, c'est venu en fait lors d'une discussion avec Sylvie. Avec Sylvie en fait, on s'est rencontrés dans une conférence qui traitait un peu bah, des traumatismes et du deuil. Et on s'est rencontrés. Il s'avérait qu'on avait une connaissance commune hein, qui était ma tante. Et en fait, on s'est rendu compte en parlant que donc ayant vécu toutes les deux le deuil il n'y avait pas grand-chose qui existait pour, euh, pour parler en fait de tout ça, pour parler du deuil, de ce qu'on vivait, pour voilà, qui est un peu un soutien, mais entre pairs en fait. Entre personnes qui avaient toutes vécu le deuil. Et on s'est dit non mais c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc c'est parti de là. Et après, donc elle était conseillère conjugale et familiale à couple et famille. Euh, et du coup, bah, on a décidé, enfin le deuil c'était une de ces thématiques, on va dire, qu'elle pouvait aborder au niveau de son métier. Donc on a pris un peu enfin, on a ouvert cette porte et puis on a dit on va créer quelque chose. On va créer quelque chose. Et donc on a fait ça, on a construit le projet. Ça a mis plus d'un an parce qu'en plus on était donc en période Covid, hein, bien sûr, confinement, tout ça, tout ça. Donc ça a mis très longtemps à se construire et pour aboutir là sur les cafés deuil qu'on fait depuis juin dernier, donc une fois par mois, effectivement, comme tu le disais, à côté de Bourg-en-Bresse. Et, euh, et en fait, c'est magique parce que ce qui s'y passe, c'est la vie. La vie au milieu de la mort. Parce qu'on parle de la mort, mais il y a tellement de solidarité, de solidarité qui se tisse, de moments de vie qui sont vécus ensemble que, enfin voilà, et il y a des personnes vraiment qui n'avaient pas parlé pendant des années, qui se retrouvent au Café Deuil et en fait, il n'y a pas de tabou. On est avec des personnes qui ont vécu la même chose, ou plus ou moins que nous, mais qui ont ressenti des choses comparables et voilà. Donc, c'est que du bonheur en fait, ces Cafés Deuil et ça a une importance phénoménale. Donc voilà, on va essayer de les développer un peu plus sur tout le département. On est en train et de créer un peu un maillage partenarial sur le département. Mais voilà, donc c'est vrai que ça me prend aussi une bonne partie de mon temps parce que c'est du bénévolat, mais ça a demandé beaucoup de travail. Mais
C'était très, très important et c'est toujours très important pour moi. J'ai entendu quelque chose où dans une interview que tu as faite pour RCF, vous Ouais, parliez d'un jeu, du jeu du Camino. Parce oui. que ça m'intéresse pas mal. Je trouve que dans ce que tu fais, le jeu, ça revient pas mal. Ça revient dans différents endroits de ta vie. Oui, c'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça, mais tu as raison. Oui, le jeu Camino, c'est un jeu qui a été créé et édité par la Fédération Couple et Famille euh, récemment, il me semble, hein, et que donc, d'ailleurs, sur le dernier Café Day, on l'a utilisé, on essaye de varier. Et puis surtout, on s'adapte un peu aux personnes qui sont là. On leur demande comment elles souhaitent procéder. Est-ce qu'on fait des échanges libres? On a créé aussi un petit jeu de cartes avec dessus, il y a des mots tout simplement qui vont faire écho plus ou moins à certaines personnes au niveau du deuil, voilà, des émotions, des ou autres, voilà, qui peuvent faire écho pour lancer un peu la discussion, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident de venir, de s'asseoir avec son thé, son café, et puis allez, on va parler de la mort et du deuil. Enfin, c'est pas si évident que ça. On a été quand même bien conditionné pour pas en parler. Donc après, c'est pas du jour au lendemain qu'on arrive à avoir une parole libre sur le sujet. Mais donc, du coup, c'est pour ça aussi qu'a été créé ce jeu Camino, qui est un jeu très bien fait, qui va reprendre un peu aussi toutes les étapes du deuil, un peu comme un jeu de loi pour, à l'aide de pions, de dés, voilà, d'un plateau, et après pour parler tous ensemble avec les personnes autour de la table du deuil et des différentes étapes. Ouais. Donc voilà, ça a très bien fonctionné sur le dernier. On l'a utilisé une fois lors des cafés deuil, ça a très très bien fonctionné. J'ai trouvé que c'était super. Ok. Et dans les jeux, tu as aussi, donc ce que tu fais aussi sur Instagram, tu as des cartes de tarot que Ah tu utilises, ouais, que tu tires les les cartes. cartes oracle. Ouais, 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 Ouais. ouais. Ah bah ça fait un moment que je suis dessus et du coup ça fait partie aussi un peu de mon penchant pour la spiritualité, où en fait les cartes oracles c'est un peu un support pour essayer de réfléchir à, à quelque chose qui potentiellement nous travaille ou nous traverse dans notre vie, hein, avec, voilà, on tire une carte et il y a un texte qui est rattaché à cette carte. Et souvent, c'est des très belles cartes. Moi, ça me parle énormément. Je sais que mon père, il en a vu et revu, enfin, il en a tiré et retiré des cartes parce que c'était mon cobaye pour tirer les cartes et je l'ai ramené à l'hôpital et voilà. Parce qu'en fait, c'était un petit peu une bouffée d'air frais, un peu, parce que c'est toujours des messages qui sont rassurants et Ouais. qui ont tendance un peu à nous guider sur quelque chose de plus apaisant. Et, euh, et oui, c'est vrai que du coup, j'ai appris un peu voilà, à tirer et à interpréter les cartes. Il y a je mets aucun don là-dessus, c'est juste un bon moment à passer avec des messages rassurants et aussi qui font cheminer intérieurement, je trouve. Voilà, il y a même des psys hein, qui les utilisent juste pour lancer la discussion sur un sujet. Et c'est vrai que maintenant, j'ai pris parti de faire des lives d'ailleurs sur Instagram sur les tirages de cartes, tout ça, et ça plaît pas mal. Enfin, j'en ai fait un, je vais faire mon deuxième live très prochainement, ce soir même. Mais voilà, enfin, je sais que ça parle à pas mal de personnes et des personnes qui sont plus ou moins réticentes, mais au final, ça se passe toujours très bien. Ouais. Ça, sur la dimension spiritualité, on n'en a pas parlé jusqu'ici, mais est-ce que... Où est-ce que toi tu te situes? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu crois spécifiquement? Alors, oui, je me suis façonné un peu mes propres croyances, mes propres mouvements de spiritualité. Je me rattache à aucune religion, par contre, je suis très croyante, mais en ce que j'appellerais la vie Ouais. ou l'univers. C'est-à-dire que je pense que effectivement, il y a des choses qu'on vit, mais je pense qu'on les vit pas par hasard, que c'est qu'on a besoin de les vivre pour avancer sur un chemin un peu plus épanouissant pour nous. Et puis,
Après, au niveau des croyances, je sais pas, souvent, je me suis posé beaucoup de questions hein, sur les croyances de est-ce que effectivement il y a une âme qui vient nous rendre visite, une âme qui va au paradis, une âme qui se réincarne. Et ça m'a posé vraiment question parce que je me suis dit comment est-ce qu'on peut être au paradis et en même temps se réincarner, et en même temps faire des coucous à tous les gens qu'on aime. Je me suis dit, mince, quand même, enfin, ça me dérangeait aussi de pas pouvoir me faire une idée. Et là, j'accepte avec le temps de me dire que j'en sais rien, en fait. J'en sais Ouais, rien. Et j'ai juste envie de me dire que oui, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. J'ai l'impression que, par exemple, mon père est toujours là. J'ai l'impression qu'il m'envoie des signes qui, pour le coup, des fois sont assez évidents. Qu'il y a des moments où j'ai l'impression qu'il nous envoie des signes un peu à toute la famille. Je suis certaine de rien et juste quand il y a des signes que je pense être des signes qui viennent par exemple de mon papa, je les prends. Si ça m'apaise, je les prends. Si au contraire ça me dérange, je les prends pas. Et puis voilà, là aujourd'hui je me pose plus toutes les questions que je me posais au début pour le coup. ouais. Surtout, c'est à quoi, en fait, toi, t'as envie de croire qui compte. Ouais, c'est ça. C'est ça, je pense que de toute façon, moi, je vois la spiritualité, les croyances comme quelque chose qui est censé nous faire du bien, nous apaiser. Donc, en fait, faut juste prendre ce qu'on a à prendre et laisser ce qu'on souhaite laisser, en fait. Ouais. En tout cas, t'as les tabous, que ça soit la mort, que ça soit la spiritualité, ou que ça soit le sexe, ça te fait pas peur, les tabous, toi. Toi, tu... Non, parce que tout ça, ça fait partie de la vie, en fait. Donc, il y a des choses qui restent intimes, ça, je suis d'accord. Après, ça me dérange qu'il y ait des tabous sur des thématiques qui sont aussi importantes en fait pour tout le monde quasiment, et du coup qui font que on est reclus et que en fait on a peu d'informations sur des sujets auxquels en fait on souhaiterait pouvoir avoir accès à de l'information. Ouais. Parce que je parlais, je parlais du sexe, mais parce que, donc, comme je disais tout à l'heure, tu as aussi une boutique de... comment tu décrirais cette boutique? J'ai du mal à décrire mon activité pour Love Boutique. En fait, du coup, j'ai rejoint Love Boutique, qui est une entreprise qui vend via des réunions, ce qu'on appelle le VDI, de la vente à domicile indépendante. Et donc, eux, ils sont spécialisés dans les produits pour adultes, les produits érotiques. Voilà. Donc, tout ce qui est lingerie, cosmétiques érotiques, sextoys, etc. Tout ce qui concerne, en fait, l'érotisme pour les adultes. Et en fait, donc du coup, voilà, je fais des réunions à domicile où j'accentue aussi beaucoup ces réunions, pas que sur la vente, mais aussi sur tout ce qui est sexualité, tout ça, en fait, aussi pour enlever les tabous et puis qu'on puisse discuter tous ensemble, que ce soit entre nanas, mais aussi entre couples. J'ai aussi des réunions entre couples. Et en fait, c'est assez ouf parce que je me rends compte que les gens ont besoin d'en parler, mais sans vulgarité, sans obscénité, vraiment de manière simple et juste pour avoir accès à des conseils ou à des produits qui font en sorte que pour eux, enfin, ça les épanouit, enfin, que ça les amène vers un épanouissement sexuel, mais qui en fait est bien plus global que juste sexuel en fait. Ouais. Voilà, et c'est vrai que j'ai rejoint Love Boutique je commençais à m'essouffler un petit peu dans mon travail de CESF, donc de travailleur social. Je voyais beaucoup de misère et je commençais à vraiment plus pouvoir gérer la misère et la souffrance des personnes parce que j'estimais avoir vécu assez mon lot de souffrance et j'avais besoin d'un échappatoire, un peu d'un air frais. Et je me suis lancée là-dedans avant plus tard de quitter mon travail en tant que travailleur social. Mais voilà, je me suis lancée chez Love Boutique
dans cette optique-là, juste de me changer les idées, j'ai découvert vraiment en fait une passion pour l'accompagnement des femmes et des couples. Ouais, Voilà, et de là est venu après ce que j'ai entamé aussi en septembre, un diplôme universitaire de conseil conjugal et familial, pour vraiment pousser l'accompagnement plus loin que juste la sexualité, mais vraiment pour qu'il y ait un épanouissement plus général. ouais. On sent que tout ça, c'est un peu imbriqué, tu vois. T'as l'amour, le couple et la mort, c'est des choses qui sont liées pour toi. Oui, parce que c'est la vie, Ouais, comme je disais. ouais, L'épanouissement, en fait, pour moi, on n'a pas le temps de vivre une vie qui est juste bof. Enfin, sinon, ça sert à rien, quoi. Et pour moi, tout part de nous. Donc, en fait, si on a envie de changer, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que si on a envie de bouger, ben, on peut bouger. On n'est pas des arbres. On n'est pas enracinés. Il faut enlever un peu toutes nos racines et juste aller voir là où ça nous chante. ouais. Ça serait quoi, pour finir, les valeurs qui te définissent et qui te tient à cœur aujourd'hui? La liberté. La liberté d'être qui on est, la liberté de se détacher un peu de toutes nos chaînes qu'on a pu nous mettre, qu'on a pu se mettre soi-même. Voilà, même la liberté, même au sein de sa famille, du couple, de la société, enfin vraiment de pouvoir penser à soi d'abord parce que je pense qu'on vit pour soi, même si c'est très important de vivre en collectif. Moi, je pense que si d'abord on s'aime soi-même et qu'on a une vie à la hauteur de nos espérances, après on répercute tout ça sur les autres. Donc pour moi déjà, que ce soit dans un couple ou dans une famille ou même dans une société, c'est super important déjà que nous-mêmes, on aille bien. Et du coup, se focaliser un peu plus sur nous pour qu'ensuite on puisse rayonner sur les autres. Ça, je l'ai appris avec aussi avec le deuil, hein. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai plus pu aller travailler parce que j'étais moi-même tellement en détresse que comment est-ce que je pouvais aider d'autres personnes en détresse alors que moi-même, j'arrivais déjà pas à me relever. Mm, Donc déjà, il a fallu que moi-même je fasse ce travail-là sur moi pour ensuite pouvoir aider les autres. mm. Donc pour moi, ça, c'est hyper important. La liberté et donc prendre soin de soi en fait. Prendre soin de soi, s'aimer, tout ce qui est santé mentale, et puis bah, l'épanouissement, Ouais, vraiment vivre. ouais, ouais. Et Bah, ça, c'est tout ça, c'est mes valeurs et c'est pourquoi j'œuvre, j'essaye d'œuvrer en fait un peu au quotidien, quoi. ce dont tu parles, c'est marrant, ça fait écho vraiment à beaucoup d'orphelines avec qui j'échange aussi au téléphone et qui cette difficulté il y a à, euh, à prendre soin de l'autre quand soi-même on n'a pas pris soin de soi. Et il y a une image que j'aime bien, c'est l'image du masque du masque à oxygène dans l'avion où on dit aux parents que bah, la première chose qu'ils doivent faire si jamais Mmh, l'appareil se dépressurise, c'est de mettre leur ouais, propre masque à oxygène avant de mettre celui sur le visage de leurs enfants, parce que si eux s'évanouissent, les enfants seront incapables de les aider. tout à fait. Ah ouais, ça me parle. Et aussi, moi, ce qui me parle bien, c'est l'histoire, enfin, toutes les blessures émotionnelles qu'on peut vivre. Lise Bourbeau, je sais pas si tu connais voilà, cet auteur, qui dit et qui met aussi cette image du gant sur la main, c'est-à-dire qu'à un moment, tu as vécu quelque chose de douloureux, donc tu as une cicatrice, mais que tu jamais vraiment, tu as une plaie plutôt, tu jamais vraiment fait cicatriser. Et puis que t'as jamais vraiment soigné, donc tu vas juste, tu l'as sur la main, tu vas juste mettre un gant pour la cacher pour que personne puisse la voir. Et puis le jour où quelqu'un te tend la main, tu vas prendre la main, mais en fait ça va te faire mal, donc tu vas lâcher quoi. Et du coup tu vas rejeter l'autre parce que en fait toi-même, tu t'es pas soigné toi-même en fait. Ah oui, Donc ouais, c'est des choses qui me parlent carrément. c'est une belle métaphore, oui. Bah merci, Lauriane, d'avoir partagé ton expérience. Euh, Merci à toi, Johan. C'était et, euh, super. et donc, avant de partir, comme annoncé,
une petite surprise, un cadeau pour la première personne qui viendra m'envoyer un petit message après avoir écouté cet épisode, message privé sur Facebook ou sur Instagram. D'ailleurs, je salue Karine, qui a gagné le livre de Karine Dufour et d'Elisabeth Bost, qui a été assez réactive et qui a déjà gagné ce livre-là. Et là, pour cet épisode, du coup, c'est quelque chose de ta boutique que je vais offrir. Mhm. Un, un chéquier Kama Ouais, Sutra. ouais, un petit chéquier challenge. Après, on a différentes versions. On pourra laisser choisir. Ouais. Si tu veux que j'explique un petit peu ce que Ouais. c'est, Johan. C'est un petit chéquier avec dedans des petits challenges. Donc, il y a différentes versions. Donc, c'est un chéquier érotique qui peut très bien s'utiliser en couple, mais aussi pourquoi pas avec d'autres partenaires. Enfin bon, on peut imaginer, j'aime bien détourner un peu tous ces objets qui nous donnent des idées de petits challenges à réaliser, qui nous poussent un petit peu peut-être des fois hors de notre zone de confort, mais zone de confort vraiment restreinte. Il faut toujours rester là où on est confortable, mais un peu sortir de notre quotidien pour un peu se challenger et être épanoui dans notre vie intime, on va dire. Voilà, ça amène un peu à ça, ces petits chéquiers challenge. Un peu de créativité, quoi. C'est ça, tout à fait. Et Et un peu de donc, joie. c'est ça. Et donc, pour des personnes autant en couple que célibataires, on ne sait jamais, ça peut, Oui, ça peut aussi, ça peut aussi pimenter. voilà, un peu de découverte. Ok, super. On peut te retrouver sur Instagram. Ouais, c'est là où je suis la plus active. Ouais. Donc, mon Instagram, c'est vie en douceur, vie.en.douceur. Ok, super. Bah, merci, Lauriane. Merci à toi, Johan. C'était vraiment super cet échange, très intéressant et très riche. Je te remercie. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelins Résilients, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelins Résilients, c'est 3 épisodes par semaine, lundi, mercredi et vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on reviendra sur l'approche psychologique. Pardon, désolé, je me suis trompé, j'ai pas été assez clair.